suis un peu bouleversée, tout ça, donc ça me touche toujours terriblement et je suis vraiment désolée, monsieur le ministre. Voilà. Donc, vous avez certainement des questions en rapport avec la conférence fort intéressante de monsieur le ministre. Alors, pour ceux qui sont devant, je peux passer le micro. Pour ceux qui sont derrière et ont des questions, je pense que ce serait bien de venir devant et poser la question, s'il vous plaît. Juste une petite question qui concerne l'Europe et la position de Rohan sur l'Europe. Il a peut-être, il était plus pessimiste à la fin de sa vie, mais est-ce qu'il a vu en Europe aussi une possibilité pour l'humanité, enfin du moins pour les Européens, de retrouver un chemin en commun, la paix, l'antisémitisme, c'est un autre sujet, mais au moins avoir une petite lueur d'espoir. Qu'est-ce qu'il pensait de l'Europe? Moi, je pense qu'il était tout à fait pour l'Europe, pour ce processus d'unification européenne, de viscéralement poser le nationalisme. Parce que, évidemment, ceux qui s'opposent le plus, c'est toujours l'idéologie de l'État national, de la souveraineté, du souverainisme, on fait obstacle à l'idée européenne. Et oui, il était absolument favorable, très européen, comme presque tout le camp, vous entendez, les camps de Francfort. Habermas, peut-être, était encore plus, parce qu'il s'est investi encore plus que sur Ankara, parce qu'il est mort dans le comité au début du processus de construction européenne. Après la déclaration de Jean etc. Et c'est quelqu'un qui était d'une érudition extrême. Je me souviens qu'il était vraiment très européen parce que j'ai fait une recherche sur Ankara, j'ai vu dans la correspondance des années 30 et 40, on me disait peut-être que Ankara a écrit en langue française à Benjamin. Benjamin et Ankara ont correspondu en français. C'est drôle, parce qu'il avait une parfaite maîtrise du français, comme aussi le l'anglais. Ceci dit, il n'y a pas dans les dernières interviews de Ankara, il n'y a pas beaucoup de déclarations de M. Laurent, parce qu'il est cosmopolite. Le judaïsme est, par essence, cosmopolite, pas nationaliste. Mais il y a un problème, évidemment, de nationalisme. Ça, c'est un autre problème. Discuter ici, nous avons ici pour juger l'État d'Israël qui est né dans des conditions spécifiques et qui ne serait pas né s'il n'y aurait pas eu une catastrophe que celle qui s'est produite. Il faut tenir compte de cela. Le problème est que ceux qui critiquent le peuple d'Israël, le nationalisme, etc., ne tiennent pas de tenir compte de ça, de cette exceptionnalité d'Israël que Jean-Paul Sartre souligne aussi dans son essai sur les réflexions sur la question du juif. Non, bien sûr, européen, mais la première est cosmopolite, comme Ernst Bloch, comme Walter Benjamin, comme Hannah Arendt, sont des cosmopolites avant d'être. Ils avaient un passeport américain, parce qu'ils sont venus en Europe. C'est pour moi, Ernst Bloch, et Adorno et Horkheimer. Vous avez de la nationalité américaine. Gibt es noch viele Fragen? Est-ce que vous savez si, par hasard, Horkheimer a été en contact avec Félix Bauer à l'époque des procès? Oui, ça, ils ont dit, c'était, je dirais, c'était absolument sûr, parce qu'il était à Francfort. Oui. Parce il a dû connaître l'avocat. Oui. Dans le micro. Il a dû connaître le procureur. Oui. Parce que je suppose que vous êtes au courant, enfin vous avez peut-être lu la biographie de Ronan Steinke sur Félix Bauer, qui est sublime, et c'est effrayant parce que quand on lit, il était tout seul, Félix Bauer. Il était tout seul. Oui, il était très isolé. Tout seul, il s'est retrouvé tout seul à lutter contre tout le monde, y compris contre ses propres collaborateurs. Horkheimer était son allié. Oui, voilà. Ils avaient une amitié pour les uns, ils se sont connus, c'est absolument. Certains, il a pris la même position. Horkheimer a pris la même position. Je ne connais pas, vous pouvez me dire comment
c'est Un juge. Il y a eu un film. C'est un livre que je vous recommande de Ronan Steinke, qui est le livre assez récent, il a fait des années. Un juge de Francfort qui s'est. C'est le procureur de Francfort, une initiative pour le procès Auschwitz Voilà, Francfort. il a été chargé de traquer qui a pris le relais du procès contre Eichmann à Jérusalem en 1963. D'accord, ok. Et le livre est admirable parce que Bauer était juif lui-même et il voulait absolument pas qu'on pense que c'était une vengeance personnelle. Donc il a, un peu comme Horkheimer qui définit une façon très scientifique de déterminer des critères de l'antisémitisme, Félix Bauer fait la même chose en essayant d'être aussi rigoureux intellectuellement que possible pour pas qu'on lui reproche qu'il s'agisse simplement d'une vengeance personnelle à l'égard du. Et le livre vraiment est vraiment. Et moi, j'ai juste une question, parce que moi, c'est la première fois que je viens dans ce centre à Nice. Et j'ai venu quand même, je vous demander, pour savoir, est-ce que toutes les conférences se terminent sur le problème juif, ou on peut respirer un peu? C'est le dérapage qui n'est pas. C'est le point Gottlieb. Je suis contente. C'est pas tout nécessaire. Non, parce que voilà. Non, C'est la première fois, je pense. Et surtout que le monsieur, normalement expert de Bach, et fait une excellente musique. Mais là, c'est. Le monsieur qui a parlé là? Oui, c'était le musicien. C'est très bonne musique, mais là, il s'est fait prendre. Et c'est. C'est pas la première fois qu'il intervient comme ça. Il impose ses opinions aux autres. Sous prétexte de poser des questions. Il demande l'explication du monde à partir du premier qu'il saisit. Et c'est ce que je lui reproche, et je vais le lui dire aussi tout à l'heure, parce que je suis en contact personnel, et je lui dis toujours, il doit se limiter à ces questions, une peut-être. J'ai une autre question peut-être. Une vraie question. Un peu différente dans la vie de Horkheimer. Il était voisin de Thomas Mann, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce qu'ils se sont entendus ou pas vraiment? Est-ce que vous le savez? Oui, oui, je pense qu'il y a quelques lettres de la correspondance, mais n'imaginez pas de lire si vous lire toutes les lettres. Je pense que, de toute façon, ils habitaient la même ville. Oui. Pesselitz, près de Los Angeles. Oui. Donc, ils ont dû sûrement se rencontrer, ça je suis très certain, à Dortmund aussi. Est-ce qu'ils étaient vraiment voisins physiquement? Oui, je pense qu'ils étaient voisins. Et Thomas Mann en tant que grand bourgeois, donc c'est pas vraiment la position de proche marxiste. Je voulais. C'est vrai, c'est-à-dire. Poser la question. Même non, c'est vrai, même si Thomas Mann évidemment n'avait pas les mêmes options politiques que l'école de Francfort. Il n'était pas marxiste, ni marxiste, mais il était, à partir du moment où il a combattu le nazisme. Oui. N'oubliez pas, c'est ce qui s'est passé avec Thomas Mann. C'est qu'il a eu en 1933 le prix Nobel de littérature. Et la réaction des nazis était de le priver de sa nationalité allemande. Et de brûler les 10 mai 1933. Et à partir de ce moment-là, évidemment, Thomas Mann, qui au début, alors on était en 1930, n'avait pas encore une position très claire sur le nazisme, il est devenu, pendant l'exil aux États-Unis surtout, porte-parole de la résistance allemande, parce que c'est de là, de Los Angeles, qu'il a lancé ses discours à l'Allemagne nazie via la voix de l'Amérique, les émissions destinées à l'Allemagne en route courte par la voix de l'Amérique. C'est pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de gens qui l'ont écouté, mais évidemment, on peut lire ces discours ont été publiés notamment. Et là, il n'y a pas le moindre doute que Thomas Mann était jusqu'à la fin vraiment résolument opposé au nazisme et avait rappelé dans ses
ses allocutions radiophoniques, comme le général de Gaulle le faisait à partir de Londres pour la France libre, alors il nous appelait les Allemands à la résistance contre Hitler. Merci beaucoup. Je pense que, oui, tout de suite, attendez, juste, voilà, je pense que M. Münster, il a besoin aussi d'une petite pause, il a du mal à trouver son souffle, donc je vous propose que nous allions continuer la suite de la soirée de l'autre côté, autour d'un bon verre, et du verre de l'amitié, j'y tiens, et j'insiste. Je remercie énormément M. Münster et je m'excuse une fois de plus, je vous prie d'excuser, nous sommes ouverts à tout le monde et donc normalement la parole est libre pour tout le monde. Et voilà, donc je vous rappelle que vous avez déjà. Vous avez donc les livres qui sont à votre disposition pour l'achat, les livres de M. Münster. Et moi, je vous dis déjà, je vous souhaite. Donc, c'était la dernière conférence de la saison. Nous clôturons la saison avec cette très très belle conférence. Merci, M. Münster. Je vous donne, après le petit pot, je vous donne rendez-vous pour la saison prochaine au mois de septembre. Merci beaucoup. Merci.